Bonjour Zakaria Bouddad, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans la matinale des Médias TV. Vous êtes professeur à l'UM5R, c'est toujours bien de le préciser, l'université Mohammed V de Rabat. Et on va parler avec vous de la sortie de crise au Moyen-Orient. D'abord, ma première question est toute simple, toute bête. Mais eu égard aux déclarations des uns des autres, est-ce qu'on peut déjà parler de début de sortie de crise, selon vous ? Bon, c'est Rachid. Bonjour encore une fois, merci beaucoup et meilleurs vœux. Oui, il y a des signes avant-coureurs qui annoncent très probablement la conclusion prochaine. D'abord donc d'un cessez-le-feu dans un premier temps, puis par la suite d'un accord qu'on pourrait considérer d'un accord de paix, hein, entre guillemets, avec toutes les précautions qu'il faudrait mettre en place. C'est-à-dire que d'abord les sorties ou les déclarations de M. Donald Trump, on va dire un peu l'architecte, entre guillemets, de cette guerre qui a commencé le 28 février dernier, mais évidemment, on le sait avec M. Netanyahou, d'abord l'attaque israélienne qui a été appuyée par l'attaque américaine. Par ailleurs aussi, il y a des déclarations d'un certain nombre de responsables iraniens qui véritablement appuient la démarche et laissent entendre ou comprendre que nous sommes à la veille de la conclusion d'un accord. Rappelons-le, c'est très important parce que le Pakistan quand même a joué un rôle très important en la matière. Nous y reviendrons très probablement. Mais on pourrait dire aussi que même l'action, on va dire positive, des pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, sans oublier le Qatar, leur action a joué un rôle dans ce sens-là, car il y a, si vous voulez, une conjoncture relativement qui incite, j'allais même dire favorable, parce qu'il y a le Hajj, n'oublions pas le pèlerinage, ça c'est important, et la sécurité et la sécurisation des pèlerins, ainsi que d'autres considérations. On pourrait peut-être même évoquer la centrale nucléaire aux Émirats arabes unis qui a été évitée de justesse d'une attaque. Donc, véritablement, beaucoup d'éléments qui nous laissent relativement optimiste, entre guillemets, parce que tout le monde attend justement cette trêve, puis un accord de paix, définitivement, pour enterrer la hache de guerre et puis que la normale puisse revenir, tout simplement. Oui. Alors, on ne va pas commenter chacune des petites phrases qui ont été prononcées par, que ce soit Donald Trump ou son administration, mais quand même, c'est assez intéressant de revenir sur les dernières, si vous le voulez bien, avec d'abord Donald Trump qui a déclaré au cours du week-end que la signature d'un accord était imminente. Et puis, il a un peu rétropédalé en disant qu'il fallait donner du temps au temps, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas non plus se précipiter. Et puis alors, ce matin, il est à New Delhi actuellement, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a dit oui, un accord pourrait être, alors il a utilisé le conditionnel, pourrait être signé de manière effectivement imminente, peut-être même dans la journée. Que les marchés financiers s'enthousiasment déjà, avec les bourses asiatiques ce matin qui ont terminé en nette hausse, et puis le prix du pétrole aussi qui est en nette baisse, qui ce matin aux alentours de $95 le baril de Brent. Est-ce qu'il y a un vent d'optimisme, un vent d'enthousiasme qui souffle actuellement sur le Moyen-Orient ? Disons que c'est Rachid, à mon avis, premièrement, parce que même l'administration Trump est un peu coincée à l'approche des midterms et que la cote de popularité de M. Donald Trump a baissé considérablement. Il doit déjà se préparer à une certaine remontada, si je puis m'exprimer ainsi, en termes footballistiques. Et puis par ailleurs, il est vrai que M. Donald Trump nous a habitués à des déclarations tonitruantes, comme on dit, puis par la suite, il change rapidement. C'est un peu de la guerre psychologique, la guerre d'information. Parfois, peut-être pour dérouter l'adversaire ou encore réaliser des objectifs en termes d'audience. Mais ce qui est à retenir, peut-être quelques éléments positifs. Premièrement, encore une fois, c'est la solidarité du front des pays du Golfe qui fait que ces derniers, encore une fois, non seulement souhaitent, mais exigent qu'il y ait une trêve. C'est quelque chose qui relève de leur priorité immédiate, si vous voulez. Et troisième chose importante, quand on parle de la guerre contre l'Iran, évidemment, il ne faut pas oublier la situation au Liban, avec dernièrement toute cette question liée à la flottille, et vous savez, toutes les réactions contre le comportement
de Ben Gvir, le responsable de la sécurité nationale israélienne, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même quelques éléments par-ci, par-là, qui nous laissent comprendre que nous sommes proches d'un cessez-le-feu d'abord, mais un cessez-le-feu ne veut pas dire un accord de paix. Le diable est dans les détails, parce que par la suite, on le sait, il faut négocier la question des missiles balistiques iraniens, il faut négocier la question du nucléaire, il faut négocier la question du statut du détroit d'Ormuz, et la question si ou pas il faudrait imposer des taxes de la part de l'administration iranienne, etc., etc. Donc, nous sommes peut-être à l'approche d'un accord définitivement qui va essayer de rétablir la situation, mais sous quelles conditions? Il faut suivre, je pense, à la minute près l'évolution de la situation. Oui. Alors, l'imminence de la signature d'un accord annoncé par Donald Trump avant qu'il ne rétropédale et qu'il dise qu'il faut donner du temps au temps, pourrait avoir deux raisons, disent les observateurs. Peut-être, en fait, vous partez, on va voir, suivant votre réponse. La première raison serait que ça n'aurait pas plu à Benjamin Netanyahou d'annoncer si vite un accord, parce que l'objectif de cette guerre était justement d'empêcher l'Iran d'avoir accès à l'arme nucléaire. Et ça, cet objectif, selon Tel Aviv, n'aurait pas été atteint. Ça, c'est la première raison qui aurait été invoquée. La deuxième raison aurait été que Donald Trump n'aurait pas souhaité être, disons, pressé par son propre entourage qui aimerait que cet accord soit signé le plus rapidement possible. Et que, voilà, il ne faudrait pas que son propre entourage précipite les choses et l'oblige finalement à poser sa signature là où il voudrait, lui, de se donner davantage de temps. Qu'est-ce que vous en dites ? Tout à fait. Sur le premier volet, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que la perception ou la conception israélienne de cet accord potentiel n'est pas la même que celle de M. Donald Trump. C'est-à-dire que les visions ne sont pas les mêmes complètement, notamment sur le plan de la gestion politique interne de la situation. Pour Netanyahou, il est clair que sa survie politique dépend justement de l'issue de cette guerre, parce qu'on peut considérer que nous sommes toujours en situation de guerre au Moyen-Orient. Mais pour Donald Trump, la contrainte, je l'ai dit, d'abord, c'est les midterms dans un premier temps, et puis tout l'électorat de M. Donald Trump qui doit mettre la main à la poche pour payer plus cher le gasoil, etc., mais également les autres dérivés du pétrole. Troisièmement, c'est la pression exercée par les pays du Golfe, je l'ai dit tout à l'heure, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, mais c'est également le Qatar qui joue aussi le rôle des médiateurs, il ne faut pas l'oublier. Et on sait très bien qu'il y a des accords militaires entre les États-Unis et ces pays. Ça pose la question du devenir même et du futur des bases militaires dans un certain nombre de pays relevant de cette région. Et puis par ailleurs, la pression internationale, il ne faut pas l'oublier. Les partenaires de M. Donald Trump, que ce soit en Europe ou ailleurs, et fait important, je pense significatif, c'est que la visite dernière de M. Donald Trump en Chine et la rencontre avec le chef de l'État chinois Xi Jinping a œuvré pour justement aller dans ce sens-là, étant donné, encore une fois, les implications régionales, mondiales de cette guerre. Et quelque part, M. Donald Trump, on l'a quand même senti, si ce n'est remarqué ou constaté, qu'il a non pas rétro-pédalé, mais plutôt voudrait véritablement, à la lumière de ces faits ainsi que d'autres conjugués, mettre fin justement à cette... Il s'est peut-être rendu compte que finalement, cette guerre n'avait pas d'objectif stratégique et que, encore une fois, il faut le dire avec courage, c'est que c'est M. Netanyahou qui a un peu engagé M. Donald Trump dans cette guerre. Oui, alors Zakaria Bouddahab, il y a aussi le temps politique qui est très très important dans tout ce que les dirigeants de ce monde font, bien entendu, ou ne font pas. Et pour Donald Trump en particulier, vous avez évoqué effectivement l'échéance électorale, les midterms, les élections de mi-mandat qui doivent avoir lieu au mois de novembre prochain. Mais avant cette date, il y a le 4 juillet. Le 4 juillet, la fête nationale américaine. Est-ce que vous pensez, et compte tenu de ce qu'a voulu faire Donald Trump, qui a parlé à plusieurs reprises du retour de l'Amérique, est-ce que vous pensez qu'il est en train peut-être d'essayer de retarder la signature de façon à la rapprocher le plus possible du 4 juillet pour pouvoir annoncer une grande victoire pour une grande fête nationale? Ah oui, oui, tout à fait. Parce c'est vrai, c'est Rachid, la symbolique politique, la sémiologie politique, ça va de soi. Et l'enjeu électoral, il est quand même important pour M. Donald Trump. Quand je dis l'enjeu électoral, c'est le risque de la bascule au niveau de la majorité, au niveau du Congrès états-unien, et ça c'est important. Alors, il y a quelques semaines, vous savez que M. Donald Trump a échappé belle
à la procédure de l'empêchement, c'est l'appelle impeachment, c'est-à-dire la destitution. Et donc, il doit absolument gérer cette donne et tenter d'obtenir le maximum, parce qu'au final, si finalement l'Iran maintient ses capacités de riposte sur le plan militaire, si le nucléaire iranien, il y a un flou qui l'entoure et que finalement on n'est pas venu à bout de son démantèlement définitivement, etc., eh bien, M. Donald Trump doit rendre des comptes devant le Congrès américain et devant les Américains de façon générale. Et on sait très très bien qu'il y a quand même cette lourdeur des institutions américaines, la Cour suprême, etc., etc. Oui, véritablement, je pense que nous essayons dans ce moment, on va dire ce sprint final, d'ajuster un peu les derniers points pour permettre probablement une sortie relativement, je ne dirais pas reluisante de Donald Trump, parce que sa cote populaire a été écornée considérablement, mais au moins obtenir le maximum de la part du régime iranien. Oui, essayer d'en récolter le maximum de bénéfices, on a bien compris. Mais est-ce que Israël d'un côté et l'Iran de l'autre ne mettraient pas aussi des bâtons dans les roues de Donald Trump? Alors, effectivement, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut lire la situation actuelle à l'aune aussi de la situation au Liban, mais également, n'oublions pas, il faut revenir à la situation à Gaza. De façon générale, en Palestine, en Cisjordanie, les territoires occupés palestiniens, parce qu'il faut revenir à la résolution 2803 qui a mis sur pied ce Conseil de paix qui devait normalement se pencher dès le 1er mai à travers le déploiement d'un contingent pour gérer la transition, etc., etc. Moi, je pense que non seulement il y a la question iranienne ou israélienne, mais la question libanaise et la question palestinienne dans tout cela, ce qui veut dire que véritablement, une situation qui est très complexe, il va falloir un peu mettre au clair ou clarifier. Voilà. Oui. Vous êtes optimiste, vous, en tant que observateur, et très fin observateur d'ailleurs, sur l'imminence d'une signature, ou alors vous pensez que, bon, on va attendre un petit peu, mais que ça se fera dans quelques jours? On va dire un optimisme mesuré, parce que, effectivement, d'ailleurs, vous l'avez tout à fait raison de le signaler avec M. Omar Baldé, la hausse des prix du kérosène. Enfin, on se dit, ben, finalement, on va être nous-mêmes aussi, en tant que citoyens, touchés si demain je voudrais partir à Marseille ou dans les destinations que la Royal Air Maroc a décidé de fermer temporairement. Donc, pour vous dire, il y a tellement un sentiment aujourd'hui qui nous pousse à dire, oui, il faut être optimiste, mais tout en étant réaliste, parce que vous savez, on a appris à travers les expériences passées que l'optimisme ne devrait pas être, on va dire, écarté ou encore, comment on appelle ça, rendu flou par la nécessité de tenir compte de la situation compliquée au Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle je pourrais vous dire, pour résumer, oui, je suis optimiste, mais en même temps, tout en étant réaliste par rapport à la situation au Moyen-Orient. Oui. Et cette situation, à propos du Liban, que vous avez évoquée à plusieurs reprises dans votre propos, elle est quand même très très importante, puisque une trêve a été prolongée pour 45 jours, c'était la semaine dernière, et les Israéliens continuent de frapper le Liban. Hier encore, il y a eu des bombardements qui ont fait 2 morts. Ça peut durer jusqu'à quand? Et si les Iraniens mettent la question libanaise dans la balance, ben, est-ce que ça ne peut pas poser problème pour la signature d'un accord? Ah oui, oui, mais ce qui est visible à travers les informations qu'on pourrait avoir ça et là, c'est que le gouvernement libanais lui-même, président Aoun et son premier ministre, bien entendu, voudraient absolument parvenir à un accord incessamment. Et l'idée, c'est justement aller vers le sens d'un démantèlement définitif du Hezbollah, c'est-à-dire cette milice armée appuyée par l'Iran. Et peut-être même, on pourrait élargir le spectre et parler des Houthis au Yémen, mais restant au niveau du Liban. Aujourd'hui, le plus important, c'est sécuriser, certes, la zone sud libanaise, qui constitue, selon l'armée israélienne, comme étant une menace, avec évidemment l'établissement d'une zone dite tampon, c'est-à-dire la ligne jaune, comme cela a été fait au niveau de Gaza. Mais malheureusement, il faut dire que le Liban a été toujours meurtri. Et je pense même la première victime collatérale d'une guerre, que ce soit entre Israël et les Palestiniens, ou le Hamas plus particulièrement, l'Iran, mais je pense que c'est un élément très important d'une équation complexe qu'il faudrait intégrer si nous voulons réellement parler d'un accord de paix durable entre Israéliens relativement, et Libanais.
J'ai une toute dernière question, en quelques mots, vraiment, à Zakaria Boudarab, si vous le permettez. Si un accord était signé dans la journée ou dans quelques jours, elle aurait servi à quoi cette guerre? Bah, finalement, c'était, à mon avis, une guerre, premièrement, selon la plupart des observateurs, qui n'avait pas d'objectif stratégique clair. La destitution du régime des mollahs, le démantèlement de l'arsenal nucléaire iranien, mettre la main sur le pétrole, etc., etc. Mais finalement, on pourrait dire qu'il y a eu une erreur en termes d'appréciation et de calcul géostratégique. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une guerre qui a été voulue par Israël, un peu moins par les Américains, notamment, évidemment, je parle de Donald Trump, mais au final, nous pourrions dire aujourd'hui que l'administration américaine avait compris réellement qu'elle a été peut-être mise en erreur ou mise en erreur, entre guillemets, de toutes les manières, du point de vue du calcul géostratégique, et compte tenu des résultats aujourd'hui obtenus, cette guerre n'avait pas servi à grand-chose, si ce n'est de noyer le poisson, et finalement rendre la situation très compliquée. Et on pourrait conclure en disant que une guerre qui n'a pas d'objectif stratégique clair, finalement, pourrait mener vers des résultats qui sont terribles et finalement très négatifs. Merci beaucoup Zakaria Boudarab d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales. Merci encore et meilleurs vœux. Excellente journée à vous. À très bientôt, Inch'Allah.